Bonjour et bienvenue à tous et toutes pour cette cinquième et dernière conférence de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal. Au programme aujourd'hui, Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, un couple d'influence à l'aube du Québec moderne, présenté par Michel Stanton-Jean et Marie Lavigne. Je me présente, Amélie Robergeron, chargée de communication et secrétaire de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal. Donc, je céderai la parole à Huguette Loubert, la présidente et directrice du Centre de documentation de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal. Bonsoir à tous et à toutes. Au nom de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal, je vous souhaite la bienvenue. Vous allez assister ce soir à notre cinquième et dernière conférence virtuelle de la saison 2020-2021 qui a été consacrée à des personnages illustres du plateau. Je remercie tout particulièrement pour leur générosité les conférenciers et conférencières de cette saison, ainsi qu'Amélie Roy-Bergeron, notre responsable aux communications, pour son aide technique et son soutien. C'est elle qui a rendu ces conférences en mode virtuel possible. Nous sommes présentement à préparer le programme de la prochaine saison. Une invitation, une infolette, c'est-à-dire sera envoyée au cours de l'été à tous nos membres pour les informer. Si vous n'êtes pas membre de la Société, vous pouvez toujours attendre nos annonces sur notre site et les médias sociaux. Mais en devenant membre, vous avez aussi accès à notre centre de documentation, nos communications, nos activités et notre bulletin. Tout cela pour 20 $. De plus, en devenant membre, vous soutenez la Société dont le but premier est de faire connaître l'histoire du plateau. Vous faites ainsi œuvre utile. Passons maintenant à la conférence. Michel Stanton-Jean est titulaire d'un doctorat en sciences humaines appliquées, d'une maîtrise en histoire, d'une maîtrise en éducation aux adultes et d'un doctorat honorifique de l'Université Concordia. Elle est aussi officière de l'Ordre national du Québec et chevalière de l'Ordre national de la Légion d'honneur de France. Elle a été, entre autres, journaliste, historienne du collectif Clio, représentante à l'UNESCO, sous-ministre à la Santé à Ottawa, présidente du Comité international de bioéthique de l'UNESCO, et j'en passe. Marie Lavigne, historienne de formation et administratrice, a mené une carrière de gestionnaire de l'administration québécoise, dont le Conseil du statut de la femme, le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Société de la place des arts de Montréal. Elle a siégé également sur plusieurs conseils d'administration. Elle a publié, entre autres ouvrages, L'histoire des femmes au Québec depuis 4 siècles comme membre du collectif Clio. Elle est chevalière de l'Ordre national du Québec. Comme vous le voyez, chacune d'elles pourrait être le sujet d'une conférence tellement leurs carrières sont impressionnantes. Au cours des dernières années, elles ont travaillé ensemble à des biographies importantes, dont celle d'Idola Saint-Jean, que Michel Stanton-Jean est venu nous présenter, et la biographie de Joséphine Marchand et de Raoul Dandurand, ce couple méconnu qui a fait ses marques au début du siècle dernier. Cette biographie devait sortir en septembre dernier, mais la pandémie a retardé le lancement d'une année. Alors, il va sortir au mois de septembre cette année. Nous avons ce soir, en avant-première, le privilège de profiter de leur recherche. Je laisse la parole à nos 2 conférencières. Oui, bonsoir, je me présente. Dans les 2 auteurs, je suis Marie Lavigne et nous allons à tour de rôle nous passer la parole l'une et l'autre. D'abord, je vous remercie beaucoup de nous accueillir, la Société d'histoire du plateau Mont-Royal. Et c'est une invitation, je veux dire, qui nous touche très particulièrement parce que c'est la première fois que nous avons l'occasion de livrer les recherches qui nous ont menés à écrire la biographie commune du couple formé de Joséphine Marchand et de Raoul Dandurand. Initialement, notre projet, c'était d'écrire la biographie de Joséphine Marchand Dandurand parce que nos recherches précédentes nous avaient laissé entrevoir son importance absolument extraordinaire dans l'histoire des femmes et aussi dans l'histoire du journalisme au Québec. Toutefois, au cours de nos recherches, nous avons découvert la très grande connivence entre Joséphine Marchand et son mari Raoul Dandurand. Et il nous est apparu très clairement que derrière cette grande femme, il y avait aussi un grand homme. Et que derrière ce grand homme, il y avait aussi une grande femme. Et de plus, nous avons eu le privilège de consulter le fonds d'archives d'Endurant-Marchand à la Société d'histoire d'Outremont et de parcourir l'abondante correspondance de plus de 700 lettres que tous les deux se sont échangées, ce qui a confirmé notre idée de faire l'histoire d'un couple plutôt que de faire l'histoire séparément de l'un et l'autre.
Nous avons donc fait le pari de nous éloigner de la biographie classique en entremêlant vie privée, vie publique de ces deux personnes. Et c'est évident que ce soir, c'est absolument impossible de raconter deux vies aussi fournies. Donc, notre présentation va être principalement chronologique, mais nous allons insister sur certains moments forts où tous les deux ont partagé les mêmes idéaux. Mais dans un premier temps, parlons de Joséphine et parlons de son enfance et de sa jeunesse. Joséphine Marchand est née le 5 décembre 1861, donc on est au milieu du 19e siècle, à la ferme Beauchamp, qui est située au bord du Richelieu, en aval de la ville de Saint-Jean, dans la maison même où son père était né. Son père est Félix Gabriel Marchand et sa mère est Ercélie Turgeon. Joséphine, c'est la quatrième enfant d'une famille de six filles et d'un seul garçon. Mais ce n'est pas parce que Joséphine est née sur une ferme que son père est cultivateur. Comme son père avant lui, Félix Gabriel est gentleman farmer. Il élève des chevaux et son écurie compte parmi les coursiers les plus beaux de toute la Montérégie. C'est un jeune héritier aux idées novatrices qui expérimente de nouvelles façons de faire de l'agriculture et veut absolument transformer son domaine Beauchamp en ferme modèle. Au marché de Saint-Jean, on parle même des petits pois de M. Marchand. Alors, mais parallèlement, il fait aussi des études et, pour devenir notaire et ouvre une étude notariale à Saint-Jean. C'est donc un notaire de Saint-Jean. Et durant ses études, Félix Gabriel tombe mais vraiment follement amoureux d'une jeune femme. Ben, ici, elle est à la veille et l'année de son décès, là, est en 1905, mais c'était une jeune femme de 24 ans, de 3 ans son aînée. Et Ercélie est originaire de Terrebonne et issue d'une famille libérale de Terrebonne. Le couple va se marier en 1854 et le couple aura 11 enfants, dont 4 décèdent en bas âge. Les 7 enfants survivants, pour chacun d'eux, dont on voit la photo ici, et ces 7 enfants, ils veulent donner à ces enfants la meilleure éducation possible. Sur la photo, vous voyez la petite assise par terre qui est Joséphine, finalement à l'âge de 9 ans. Gabriel, le seul garçon, lui, est pensionnaire au collège de Saint-Hyacinthe pour faire son cours classique. Évidemment, formation classique qui, au 19e siècle, n'est pas accessible aux filles. Les 6 filles, quant à elles, vont étudier au collège Saint-Jean, des dames de la congrégation, un couvent qui accueille plus de 200 élèves et une soixantaine de pensionnaires. Joséphine aimait bien les études. C'était une jeune fille qui avait d'excellents résultats scolaires. C'est une fille talentueuse. C'est une première de classe. Mais elle n'aime pas être pensionnaire, comme la plupart du monde, de toute façon. L'enfance de Joséphine baigne dans la politique. Sa famille est libérale. Son grand-père paternel avait prononcé à Saint-Jean un discours aux côtés de Louis-Joseph Papineau. Son père, Félix Gabriel, lui, fonde en 1860, avec son ami Charles Laberge, le journal franco-canadien, un journal qui existe toujours aujourd'hui, qui est le Canada français de Saint-Jean. Laberge, son co-fondateur, était un fondateur de l'Institut canadien, ce qui veut dire que c'est un rouge, vraiment un rouge de l'époque des Patriotes. Et tous deux s'opposent évidemment à la Confédération des provinces de l'Amérique du Nord. En 1867, cependant, les dés sont jetés et Marchand n'a pas d'autre choix que de se rallier à la Confédération, au nouveau régime, et il promet de lui donner, entre guillemets, les véritables caractères du système fédéral. Dans cette famille politique, la famille est un lieu
absolument accueillant où se retrouvent volontiers des politiciens et des gens de lettres. Joséphine se rappelle, Joséphine et la famille déménage de la ferme Beauchamp quand Joséphine a 8 ans et la famille déménage maintenant au cœur de la ville de Saint-Jean, dans une maison dont vous voyez la photo au début du 20e siècle et une autre qui est la photo actuelle de cette maison qui existe toujours. Le père Marchand se présente comme député et il siège à Québec et il a beaucoup de temps libre parce qu'il est toujours dans l'opposition. Donc, il a le temps d'écrire ses articles pour le Franco-Canadien, mais il a aussi le temps de se consacrer à une imposante carrière littéraire qui en fait un des hommes de lettres les plus connus de sa génération. La maison familiale accueille au passage des politiciens, des gens de lettres comme le poète Louis Fréchette. Joséphine raconte que lorsqu'elle avait 10 ans, on lui a permis de rester un soir écouter le grand poète qui, ce soir-là, avait déclamé La voix de l'exilé, qui est un poème célèbre qui dénonce la Confédération de 1867. Alors, c'est dans cette enfance enfance généralement très heureuse, et à l'âge de 17 ans, Joséphine décide de tenir son journal intime. Elle en fait son confident et fait inusité pour l'époque. Elle poursuit ce journal même une fois mariée, et ce jusqu'à l'âge de 38 ans. Joséphine est aussi une grande lectrice. Alors, dans sa jeunesse, elle découvre les ouvrages littéraires et les ouvrages de théâtre qui sont dans la bibliothèque de son père, qui est fort bien garnie. Elle dévore aussi les journaux français que son père reçoit. Cette famille, qui était jadis prospère, ne roule pas sur l'or. Joséphine note dans son journal que son père, qui était né dans l'aisance, voit ses revenus baisser graduellement, alors que les charges familiales augmentent et que la ruine de son père les mène à la privation. Alors, dit Joséphine, philosophe, dans notre famille, les jouissances sont maintenant celles de l'intelligence. Et dès la fin de ses études, Joséphine amorce une carrière d'écrivaine. Elle publie déjà des textes en prose, elle a 17 ans, 18 ans, et des contes dans une quinzaine de journaux et périodiques sous 2 pseudonymes. Des fois c'est Joseph et d'autres fois c'est Josette. Et ça va autant dans des journaux, des périodiques comme l'Opinion publique ou La Patrie ou le Franco-Canadien. Et son père se fait son mentor et son correcteur. Et ça, elle ne le fait pas bénévolement, elle le fait comme jeune écrivaine professionnelle et elle a même un de ses contrats qui a été négocié et obtenu par Honoré Mercier, qui est un grand ami de la famille. Joséphine est déjà perçue comme un phénomène parce qu'une jeune fille de 18 ans qui publie dans les journaux, c'est exceptionnel à l'époque et même de nos jours, ça l'est. Elle en est consciente et trouve ça très amusant d'entendre les gens autour d'elle de parler de ses talents littéraires. Elle fait aussi du théâtre. Avec d'autres membres de sa famille, elle joue dans des pièces écrites par son père. Une autre fois, elle accompagne au piano son frère qui chante des airs d'opéra. C'est clair, c'est une famille très, très culturelle. Une autre fois, des jeunes de Saint-Jean qui veulent monter une pièce de théâtre lui demandent d'écrire une comédie et elle se lance. Redoutant les critiques de son père, elle soumet sa pièce à un comité de lecture et son père ne la verra qu'une fois que sa pièce aura été acceptée par tout le monde. Et c'est donc en 1882 qu'elle commence sa carrière de dramaturge avec une pièce qui s'appelle Quand on s'aime, on se marie. Joséphine Marchand a donc un début très prometteur comme écrivaine. Ses textes sont publiés, sa signature est connue et elle ne semble surtout pas pressée de se marier. Je laisse Michel continuer. Bon, alors maintenant, on va parler de Raoul. Il faut bien que ce Raoul arrive dans le décor. Alors, Raoul Dandurand, il est né à Montréal, sur Beaver Hall Terrace, le 4 novembre 1861. Alors, remarquez qu'ils sont nés la même année. Hein?
À partir de 1882, son père, qui s'appelle Édipe d'Endurant, est propriétaire d'une fabrique de chemises, alors c'est un commerçant en général, sur la côte Beaver Hall. Sa mère s'appelle Marie-Marguerite Roy. Alors, le petit Raoul a comme marraine Madame Doutre, qui est la sœur de, on va parler beaucoup de Joseph Doutre plus tard dans la présentation. Alors, Raoul, comment se décrit-il? Raoul, lui, se décrit comme un enfant turbulent et agité, ayant donné bien peu de joie à ses parents, car ses parents étaient constamment dans la crainte d'espièglerie de ma part. J'étais trop souvent sur les toits, à la cime des arbres ou au fond de l'eau, pour qu'on fût en paix sur mon compte. Alors, l'école ne l'intéresse pas beaucoup et il est, dit-il, un élève médiocre, dit-il lui-même. Il évoque avec chaleur, quoique brièvement, ses souvenirs de sa mère, dont il ne fait que des éloges. Son père, qui fréquente à Montréal ses cousins, Joseph et Gonzalve Doutre, se trouve tout de suite en contact avec la phalange libérale, qui reconnaissait pour chef Louis-Joseph Papineau. Alors, ils entraînent Édipe dans leur discussion sur la politique. Alors, comme Joséphine, dans cette famille, ça baigne dans la politique. Avec eux, il va entendre des conférences, des discours à l'Institut canadien de Montréal et s'imbibe de leurs idées. Parmi les idées chères aux libéraux et aux membres de l'Institut canadien, le suffrage universel et le développement de l'éducation. Suffrage universel, développement de l'éducation, cause que Raoul défendra toute sa vie. Alors, cet institut canadien est fréquenté par les Anglo et les Franco et ça ne plaît pas beaucoup à Monseigneur Bourgette, l'évêque de Montréal, qui n'aime pas voir dans sa ville une tribune libre et une bibliothèque qui échappe à son contrôle. Il en vient défendre aux catholiques de la fréquenter. Le père de Raoul n'est pas d'accord et il entend chaque jour des sorties contre l'intolérance cléricale. Dans cette famille où il parle avec les doutes et ils sont assez intolérants au plan radical. Dans sa famille, on lit le Courrier des États-Unis qui reproduisait les discours parlementaires français qui l'initie au débat politique entre royalistes et républicains français, ainsi que des articles de la presse parisienne. Édipe d'Endurant était, raconte son fils, un homme épris d'un sentiment d'égalité qui était né d'un sens profond de la justice. Il participa aux luttes électorales aux côtés de ses cousins Doutre, et Raoul est initié aussi par son père au libéralisme, et très jeune, il est imprégné des doctrines libérales radicales. Alors, vous voyez tranquillement le personnage se développer. Alors, Raoul étudie 6 ans au Plateau, une école dirigée par des laïcs et qui deviendra l'Académie du Plateau. Son père obtient pour lui une entrée à la Banque d'épargne et de placement de la Cité du district de Montréal. Alors, il fait 6 ans à peu près dans cette école. Il a 14 ans et son avenir est tracé. Il va aller dans la finance. Mais tout va changer suite à une rencontre entre son père et le cousin, l'avocat Doutre, dont on a déjà un petit peu parlé, qui suggère que Raoul fasse son cours classique et s'il choisit le droit, dit-il, il le prendra dans sa cléricature. Parce qu'à cette époque, on faisait ses études en cléricature. Alors, dure décision pour Raoul, qui doit alors, qu'il se sentait assez libre de la scolarité, reprendre des études. Il accepte et fait son cours classique en accéléré. Il fait son cours classique en 3 ans et demi, dit-il. Il travaille évidemment avec acharnement et l'été, il se rend à cheval au collège. Donc, il doit descendre la côte Beaver Hall aller dans ce coin-là. Succès, grand succès. Et il prouve qu'il a fait des études écourtées. Et il dit en ses mémoires, « J'eus de ce fait, au cours de ma vie, une défiance constante de mes forces. Et je me dis que j'étais destiné à ne jouer jamais que les rôles de second plan. » Je pense que ce n'est pas ce que Joséphine va vouloir. Mais il est en même temps, il faut le dire, très fort en anglais et en mathématiques. Parce qu'au plateau, il y avait des cours dans ces domaines. Alors donc, il va poursuivre ses études après son cours classique, ses études en droit. Il entre dans l'étude de son cousin pour faire sa cléricature. Il est diplômé en droit de l'Université de Laval à Montréal en 1882 et il est admis au barreau au début de l'année 83. Il a 21 ans. Il débute comme avocat à titre d'associé dans le bureau de Doutre, qui prend le nom de Doutre, Joseph et d'Endurant. Doutre, c'est un très grand avocat qui va être super important dans la vie de Raoul. Il est actif au barreau, dont il a été bâtonnier et auteur de nombreuses publications. Le mentorat de son prestigieux cousin ne se limite pas au champ juridique.
Doute est aussi le mentor politique de Raoul, qui, durant sa cléricature et ses premières années comme associé, entend parler de Doute tous les soirs pendant plusieurs années. Alors, il dit « Jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 6 ans, j'ai vécu dans son intimité. Je passais avec lui de longues soirées et ne me lassais pas de l'entendre. C'est un véritable cours de sciences politiques qu'il fait là et d'histoire en même temps qu'il fit auprès de Doute. C'est aussi durant ces années qu'il comprend l'importance, très importante, de l'instruction obligatoire alors condamnée par l'Église. Il est indéniable que Doute, l'adversaire le plus résolu qu'a connu l'Église au Québec durant la deuxième moitié du 19e siècle, fut le maître à penser de Raoul et son admiration ne s'est jamais démentie. Alors, Doute lutte contre les préjugés, l'ignorance, l'inertie qu'il trouve chez les Canadiens français parfois. Il veut une éducation plus centrée sur le commerce et les affaires et la formation de Raoul, à ce point de vue-là, devait lui apparaître adéquate. Mais il a une vie difficile, ce Doute. Il est défait en politique et il se lance dans des causes célèbres, dont celle de l'affaire de l'imprimeur Guy Bord, excommunié de l'Institut canadien, à qui on refuse la sépulture. Alors, les libéraux, et avec Doute, remportent une victoire. Il pourra avoir une sépulture et Raoul raconte longuement le cortège, la procession qui l'a mené au cimetière. Et donc, il a mené Doute au cimetière, non pas Raoul. Et puis après, son collège lui demande qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi il a raconté tous ces trucs sur ses funérailles, parce que Guy Bord n'était pas bien vu. Mais bon, il se tire d'affaire finalement. Alors, Doute, ça c'est important aussi, confie plus tard à son jeune cousin que ses luttes avec le clergé avaient été stériles parce que l'on changeait rarement les mœurs et les idées par des moyens violents. Alors, une espèce, dans le fond, d'apprentissage de la diplomatie pacifique et de l'importance de la négociation pour Raoul, dont il se servira largement. Chez les Dandurand, on discute beaucoup de politique, comme vous avez vu, et Raoul s'en tige de la politique. À 18 ans, il milite dans les rangs du Parti libéral, fait sa première campagne électorale, est aussi admis au Club national, une très importante organisation, lieu de débat et pépinière de politiciens. Raoul admire beaucoup Mercier, aussi la même chose dans la famille de Joséphine, et sera à ses côtés jusqu'à sa victoire en 1886. Raoul, il va souvent chez les Mercier. C'est là qu'il va rencontrer Joséphine en 1882. Il décrit ainsi ses premières impressions sur Joséphine. Quand je fis la connaissance de leur auteur, il avait déjà lu des chroniques là, sous le pseudonyme de Joseph. Et quand il l'a vu, il dit à notre première rencontre, j'avais le courrier des États-Unis à la main, qui n'était pas très bien vu par le clergé, ce journal. Elle me demanda si je m'intéressais aux choses de la France. Je lui dis combien me passionnaient les débats de la Chambre française et que j'étais en train de lire là-dessus, que je lisais sur le consulat et l'Empire et que j'étais partisan de la République. Tout de suite, je m'aperçus qu'elle était très au courant de tout ce qui concernait la France. Il dit, nous avions le même âge. Le côté sérieux de la vie l'intéressait beaucoup plus que toutes les distractions mondaines dont elle aurait pu profiter. Sa pensée était très personnelle. Elle savait la descendre avec douceur, mais fermeté. Donc, dans le fond, Raoul sent dans cette jeune fille plein des choses avec lesquelles ils vont travailler toute leur vie ensemble. Donc, c'est vraiment intéressant, la lecture des journaux, l'amour de la politique, l'amour de la France et de la République. Donc, mais elle la trouve un petit peu froide et indifférente. Je pense qu'elle se rend compte de ça parce qu'elle dit elle-même qu'elle est un peu gênée. Ensuite, la suivante diapo. Alors ici, vous avez à la période où ils vont se marier, là plus tard, on voit ici la famille. Derrière, vous avez le grand monsieur qui est Félix Gabriel et à côté de lui, un plus petit, je crois, c'est le père, lui, de Raoul. Et c'est difficile d'identifier les autres personnes. On voit bien devant, toutefois, Joséphine et Raoul. Joséphine a l'air un peu perplexe là-dessus. Les autres, on n'arrive pas trop à les reconnaître. Alors, c'est la famille. Alors, Joséphine apprend tranquillement à connaître Raoul. Mais Joséphine, on le voit dans son journal, a une sainte horreur du mariage et se dit un apostat de la phalange poétique rêveuse et romanesque des jeunes filles. Mais petit à petit, elle s'attache à Raoul, qui, lui, est follement amoureux. Et tout à coup, bon, ça balance comme ça, et tout à coup, c'est là, elle va visiter sa sœur Ernestine et elle rencontre le beau docteur, un médecin qui s'attache à elle. Et là, elle a une espèce de passion. Elle se sent étourdie, ayant perdu la mémoire, mais elle ne reconnaît pas que c'est une passion. Mais bon, finalement, elle va laisser ce beau docteur.
Et là, sa famille commence à se dire qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Alors, sa famille l'envoie en retraite où elle se fait dire que si elle veut épouser Raoul, qui n'est pas fou de la religion, elle doit lui faire promettre d'être un bon catholique. Alors, parce qu'on a peur que Raoul a été très influencé par le fameux Joseph Doute. Il promet, bien sûr, d'être un bon catholique, mais on s'est toujours demandé s'il était vraiment, vraiment chaud pour le catholicisme. Elle continue son introspection. Elle reconnaît l'autorité du mari dans le couple, mais elle veut des relations mari-femme basées sur la collaboration. Et là, après la retraite, elle décide qu'elle l'aime et les choses déboulent. En 83, Mercier devient chef du Parti libéral. En 84, leurs fréquentations deviennent publiques. Parce que tout avant, c'était comme caché. Est-ce que vous êtes ensemble? Vous n'êtes pas ensemble. Mais là, ça devient public. En 85, ils se fiancent. Et la date du mariage est fixée pour janvier 86. Et là, il y a un grand banquet de libéral. Et là, c'est comme leur première grande sortie publique. Et Raoul, durant ce banquet, déclare qu'il faut l'instruction obligatoire. Alors, Raoul devient dans sa vie un libéral modéré, peut-être moins rouge qu'au départ. En mars 85, débute, et ça c'est intéressant, l'épidémie de variole pour laquelle il y a un vaccin efficace. Mais les Canadiens français sont réticents à se faire vacciner. Il y a 19 000 victimes. Alors, Joséphine n'a pas le goût de se faire vacciner, mais elle se fait vacciner parce qu'elle va aller en voyage de noces à New York. Et elle ne pourra pas passer la frontière si elle n'est pas vaccinée. Alors, elle se fait vacciner. Alors, à l'approche du mariage, elle continue ses discussions sur la vie et le rôle des femmes. Quand Raoul affirme que l'unique but des femmes est de se marier, elle reconnaît que tout cela est vrai et ne devrait pas être ainsi, et qu'on élève mal les femmes. On commence un petit peu à parler de l'éducation des filles. Elle dit, si j'ai des filles, je vais les diriger pour qu'ils développent leur intelligence, etc. Alors, ils se marient. Voilà. Ils se marient le 12 janvier 1886. Alors, tranquillement, ce couple s'est soudé par une communauté d'intérêt qui ne va jamais se démentir, issue de la tradition libérale, plus rouge dans la famille de Raoul, puis plus modérée dans la famille de Félix Gabriel. Ils sont bilingues, soucieux d'améliorer l'éducation et la langue française, amoureux de la politique, de la lecture et très cultivés. Alors, comme on voit, son amour a mûri lentement. Ce n'est pas le fruit d'un arrangement de famille ou d'une passion soudaine, mais c'est tout bien calculé. Craintive au début de la relation sexuelle, elle dit qu'elle ne devient femme que 8 jours après le mariage. Et elle admire beaucoup à ce point-là la délicatesse de Raoul. Il s'installe à Montréal après un beau voyage de noces. Mais là, elle n'aime pas trop qu'il lui donne des ordres. À un moment donné, il lui dit « Dis donc, mignonne, il faut que tu aies des sacs pour mettre le linge sale. » Et là, elle n'aime pas ça du tout. Elle lui dit « J'aime pas trop que tu me parles comme ça. » Alors voilà, on voit un petit peu le genre de personnage que c'était. Alors, ici, nous avons Joséphine en jeune mariée. Et là, en 86, on pense qu'à ce moment-là, elle est peut-être enceinte parce que l'enfant va arriver bientôt, le 10 décembre 1886. Elle n'est pas très chaude pour l'arrivée de l'enfant. Elle aimerait aimé mieux passer plus de temps tout seul avec son mari. Alors, elle nomme l'enfant l'intrus. C'est pas très chaleureux, mais bon. Alors, elle écrit « Nous sommes forcés de convenir avec notre égoïsme persistant d'amoureux qu'elle n'est pas indispensable à notre bonheur. Cela veut dire que je serais indifférente. Cela ne veut pas dire que je serais indifférente si nous la perdions. » Alors, cette chère petite Gabrielle, à 2 ans, Joséphine énumère tout le programme qu'elle souhaite lui faire suivre comme éducation. Parce qu'elle trouve que les femmes sont ignorantes et elle donne la liste des matières qu'elle va lui faire étudier alors qu'elle n'a que 2 ans. L'histoire universelle, l'anglais, la grammaire, le latin, l'italien, l'allemand, le dessin, la musique, la gymnastique, l'équitation et la natation. Ouf. Bon, alors voilà que l'avenir de cet enfant de 2 ans est tout tracé. Et je passe la parole à Marie. Eh bien, pour continuer, vous avez vu le tempérament de Joséphine, alors ni le mariage, ni la naissance de Gabriel vont interrompre la carrière littéraire de Joséphine. Elle poursuit sa collaboration à différents journaux et en 1889, donc la petite a 3 ans, elle publie son premier livre qui s'appelle Contes de Noël et qui rassemble différents contes qu'elle avait publiés auparavant dans des journaux. Raoul, de son côté, lui, est avocat, mais il est aussi organisateur
politique, organisateur politique pour Honoré Mercier, qui va être élu Premier ministre. Après l'élection, il est nommé, Raoul, belle chance, il est nommé juge par intérim, magistrat de district, mais en remplacement temporaire d'un juge malade. La magistrature l'intéresse assez pour qu'il se consacre à l'écriture d'ouvrages juridiques et il va publier en 1890 un traité théorique et pratique de droit criminel avec son cousin Charles Langto. Et Michel, on peut revenir à l'autre diapositive. Et ceci va permettre de dire à Joséphine, nous voilà tous les deux écrivains. Tous les deux, nous sommes écrivains. Alors, c'est une carrière où ils se font plaisir l'un et l'autre, mais disons que ce que Joséphine écrit, c'est peut-être plus poétique que un traité de droit criminel. En 1891, ils font leur premier voyage en Europe parce qu'ils devaient en faire un, mais la petite Gabrielle était née, hein, donc il avait dû le reporter. Et pour le couple, ce voyage-là va être déterminant pour se bâtir un réseau de connaissances dans les milieux littéraires et politiques français. Joséphine travaille beaucoup. Elle a déjà en tête de se faire une revue, d'avoir une revue et établit toute une série de contacts. Au retour d'Europe, la vie change pour Raoul. La politique, il y a un contexte politique qui change profondément parce que Mercier est emporté dans la tourmente de l'abbé Deschalard, le scandale d'abbé Deschalard, qui va mener à la destitution du premier ministre Mercier. Raoul se retrouve donc à nouveau propulsé comme travailleur électoral pour l'élection suivante. Les libéraux sont battus et les espoirs de Raoul d'être nommé juge de façon permanente, c'est très clair, ces espoirs s'envolent avec les conservateurs qui reprennent le pouvoir. Joséphine mijotait, elle, de son côté, de faire une revue et elle lance son premier numéro d'une revue qui s'appelle Le Coin du Feu. Elle la lance en janvier 1893. Cette revue, c'est vraiment le premier magazine de langue française pour les femmes au Canada. Son but, c'est de sortir les jeunes filles du désœuvrement et des activités futiles afin qu'elles s'adonnent plutôt à l'étude et à la lecture. Elle précise que sa revue ne sera pas un organe revendicateur, que cette revue ne sera pas protestataire ou agressive. Et a dit, au risque de passer pour arriéré, le but de la revue, ce ne sera pas d'encourager les jeunes filles à devenir bachelières, avocates ou doctoresses. Elle sollicite cependant la collaboration de gens très, très prestigieux, d'écrivains canadiens, d'écrivains français et plusieurs collaborateurs. Mais néanmoins, elle fait un très, très grand nombre d'articles sous plusieurs pseudonymes dans Le Coin du Feu. Le Coin du Feu dure durant 4 ans, ce qui est très honorable, 48 numéros, et elle fait la preuve qu'une revue féminine peut trouver son lectorat au Québec. Par coïncidence, le Coin du Feu est né l'année même de la fondation par Lady Ishbel Aberdeen, qui est l'épouse du gouverneur général du Canada, qui fonde le Conseil national des femmes au Canada. Joséphine, pour elle, c'est une rencontre absolument déterminante. Elle dit, Lady Aberdeen est venue me déterrer dans ma modeste solitude. Elle dit, la femme canadienne vit dans un monde sans art, sans culture, sans atmosphère intellectuelle et vit une vie plutôt plate. C'est déterminant et dans ces pages qui viennent de son journal intime, on se rend compte qu'elle s'est sentie vraiment appuyée par Lady Aberdeen dans son entreprise journalistique qui vise l'émancipation des femmes. Et elle s'est sentie aussi beaucoup moins seule dans ses idées et revendications d'autonomie pour les femmes. Durant les années 1890, la question du suffrage féminin est très peu discutée au Canada. Joséphine ose lancer dans sa revue
un dossier sur le suffrage, elle mène une enquête auprès de différentes personnalités et leur demande qu'est-ce que vous pensez, est-ce que les femmes devraient pouvoir voter? Évidemment, la majorité des personnalités interviewées vont dire on n'est pas d'accord, sauf évidemment Marie Gérin-Lajoie et le député de Tartre. Néanmoins, en conclusion de son sondage, Joséphine ouvre une porte, elle dit mine de rien, vous savez, je reconnais qu'en matière d'éducation, surtout d'instruction primaire, les mères de famille feraient d'excellentes législatrices. Donc, c'est une façon de dire les femmes pourraient aussi être élues et être députées. Dans une importante conférence qu'elle fait, elle aborde aussi la question du suffrage en 97. Et cette fois-ci, elle se fait étapiste. Elle dit, ne brûlons pas les étapes. Encore aujourd'hui, on trouve de l'espace dans le champ de la bienfaisance et nous avons un rôle à occuper dans la société avant d'en jouer un dans le gouvernement. Et une telle position l'a souvent exclue de la liste des féministes et de l'histoire du féminisme. Néanmoins, rendons la période telle qu'elle était. Cette position, elle est la seule à la fin du 19e siècle à prendre ce type de position et ça diffère très peu des positions de l'immense majorité des féministes canadiennes à l'époque. Raoul, de son côté, à ce moment-là, lui, a connu une promotion dans le Parti libéral. Il est rendu l'organisateur en chef pour la région de Montréal et mène les deux campagnes électorales qui, une va porter Wilfrid Laurier au pouvoir en 1896 et le père de Joséphine comme premier ministre du Québec, lui, en 97, l'année suivante. Et c'est la première fois que ça arrive depuis la Confédération que les libéraux sont au pouvoir dans les deux endroits, sauf le bref épisode de Mercier. Et on reconnaît, tout le monde, le grand rôle que Raoul a joué là-dedans, au Québec et surtout à Montréal, dans la grande région de Montréal. Alors, quand le siège sénatorial de Delormier devient vacant, Joséphine y voit tout de suite une belle opportunité pour Raoul. Mais Raoul est sceptique. Malgré ça, elle mène une campagne très, très énergique. Elle parle au ministre Tartt. Elle écrit à Lady Aberdeen, elle écrit à Zoé Laurier, elle fait du lobby lors d'un événement à l'Irédo Hall, elle s'organise pour qu'il y ait une fuite dans les journaux, elle n'en manque pas une. Et finalement, Raoul est nommé sénateur en 1898. On peut voir là-dedans que finalement, c'est une illustration de ce qu'un critique littéraire à l'époque appelait le trosse des femmes. Et c'est clair que c'est l'engagement de Joséphine au Conseil national des femmes qui lui a permis de court-circuiter toutes les voies officielles. Et Raoul voyait sa déclaration sur l'écran, reconnaît que grâce à Joséphine, c'est vraiment grâce à Joséphine qu'il est devenu sénateur. J'aurais aimé vous parler du sens des affaires de Raoul, mais je sens que nous n'aurons pas le temps. On pourra en reparler plus tard, mais juste pour vous dire que le beau-père s'est ruiné en politique et Raoul, lui, a le sens des affaires. Raoul, donc, ne voudra pas vivre dans les aléas de l'incertitude du politique et va s'organiser pour que ce couple ait une grande aisance financière. Joséphine, face à ça, elle continue, elle est libérée maintenant du coin du feu et elle se remet à écrire d'abord pour elle-même. Elle écrit et publie, réécrit une pièce de théâtre et la publie finalement 3 pièces de théâtre et prépare aussi la publication de ses chroniques de livres qui s'appellera Nos travers. Elle jouit d'une reconnaissance indéniable comme femme de lettres et elle est nommée par le gouvernement français officier d'académie. À l'amour s'ajoute aussi, elle n'aime pas seulement écrire, elle aime les livres et veut que tout le monde puisse avoir accès à la lecture. Donc, elle part dans une œuvre gigantesque qui s'appelle, et elle fonde ce qu'on appelle l'œuvre des livres gratuits, qui est une bibliothèque ambulante pour envoyer partout en région des livres ou à des individus ou à des institutrices rurales. Elle fédère autour d'elle 75 bénévoles et chaque année, c'est gigantesque, ils envoient par la poste autour de 8000 livres partout en région au Québec.
C'est phénoménal comme activité. Et ils aiment tellement les livres, ces deux-là, qu'en vacances, on les voit, ils lisent tout le temps. Vous avez, c'est les vacances à Pointe-au-Pic et vous les voyez là-dedans. Ceux du milieu, c'est Joséphine Raoul, qui tous les deux tiennent un livre, et la petite fille à côté, c'est Gabrielle qui a grandi. Ils ont rêvé de bibliothèque, chacun à leur façon, et l'œuvre des livres gratuits de Joséphine, finalement, pose une pierre importante dans l'histoire de la lecture publique. Raoul aussi est très engagé en lecture à ce moment-là parce que Raoul il tient vraiment à ce que la Bibliothèque de Montréal ne soit pas contrôlée, les livres, par Monseigneur Bruchézy, et mène une très grosse bataille là-dessus contre Bruchézy, de façon à ce que ça ne devienne pas un cabinet de lecture pour jeunes filles, comme il disait. Par la suite, 1900 arrive. C'est l'exposition universelle de Paris. Un palais de la femme est érigé à Paris et pour la première fois, les gouvernements décident de déléguer des femmes à cette exposition. Le Canada décide d'y participer et sous la pression du Conseil national des femmes, de Lady Aberdeen, Joséphine est nommée commissaire pour représenter les Canadiennes à cette exposition. Et on nomme Robertine Barry, la journaliste Françoise, qui est aussi une grande amie de Joséphine, comme commissaire adjointe. À Paris, toutes deux ont plusieurs activités diplomatiques. Elles assistent à des grands congrès internationaux. Elles font des conférences. Elles sont même admises à la Société des gens de lettres. Joséphine en profite pour consolider toutes ses relations françaises pour son œuvre des livres gratuits et recueillir plein de livres. Raoul aussi, comme par hasard, est commissaire. Alors, tous deux sont à Paris à la même période, et sauf qu'ils ne peuvent pas rester jusqu'à la fin de l'exposition. Ils reçoivent un télégramme. Le père de Joséphine est gravement malade. Il rentre en septembre à Québec pour être à son chevet. Félix Gabriel Marchand est le premier ministre du Québec qui meurt en fonction le 27 septembre 1900. Et je laisse Michel continuer. Donc, le papa meurt en 1900. En passant, Joséphine aimait beaucoup son père. Il l'admirait beaucoup et lui aussi, c'était assez réciproque. Donc, ils reviennent et en 1905, alors Raoul est sénateur depuis 1898, Raoul est nommé président du Sénat. Alors, vous le voyez ici dans cette posture majestueuse. Et elle devient présidente, elle s'appelle présidente du Sénat. Alors, ça a l'air d'être une habitude à l'époque que la femme du président était appelée Madame la Présidente, et ce qui lui donnait une certaine notoriété. Et les gens se disputaient pour être très proches du président et de la présidente du Sénat. Alors, la présidente peut décider qu'est-ce qui va être fait, quelle va être l'activité principale du Salon des sénateurs. Et devinez ce que ça deviendra. Il y en a qui veulent que ça soit quelque chose pour la cuisine et tout ça, mais évidemment, Joséphine choisit la lecture et la culture. Alors, pendant cette présidente, elle va s'organiser pour donner dans le salon, dans une petite salle transformée en théâtre de 800 places, de faire jouer une pièce, et Wilfrid Laurier va assister à cette présentation. Donc, là, à la même époque, Raoul, dont la formation et l'expérience en affaires ont fait de lui vraiment un économiste, comme on dit, il s'applique dans le développement des relations commerciales entre le Canada et la France. Hein, c'est vraiment l'amour de la France. Ces relations qui avaient été presque abandonnées au lendemain de la conquête reprennent au tournant du 20e siècle. En 1908, il séjourne un mois à Paris pour participer à des négociations commerciales avec la France sans la tutelle de l'Angleterre. Parce qu'à l'époque, même si le Canada existait, il y avait quand même une tutelle de l'Angleterre, tout ça avant ce qu'on appelle le traité de Westminster. Mais Raoul va toujours se battre pour que le Canada prenne ses propres initiatives, mais toujours se battre avec un sens de la négociation très poussé. Alors, c'est un point tournant pour le Canada, car dans le passé, les relations commerciales avec ce pays étaient négociées par ou conjointement avec l'Angleterre. Alors, Raoul réussit à convaincre les sénateurs français qu'ils peuvent faire affaire avec lui. Et donc, il peut arriver à négocier ce premier traité de commerce avec la France. Défenseur de la pérennisation des rapports avec la France, il ajoute à ses réalisations la participation à la fondation en 1909 de la section canadienne du comité France-Amérique, dont il est le premier président. Alors, pendant son mandat,
lorsque ça se termine, il est président pendant quelques années, Raoul se voit confier par le premier ministre certaines missions à l'étranger. Alors, il va en Angleterre pour discuter la création d'une marine canadienne qui va être créée finalement en 1910. Et donc, le Canada ne dépendra plus de la Royal Navy, aura sa propre adresse. Et puis, il continue, ça c'est très important, Marie l'a mentionné, à développer son réseau de contacts et son carnet d'adresses bien garni. Et il se fait connaître comme un très bon négociateur et un fin diplomate. Et à cette époque, il est indépendant de fortune grâce à ses investissements immobiliers, dont on parle abondamment dans le livre, et jouit parallèlement de l'indépendance politique que lui donne sa fonction de sénateur. Wilfrid Laurier est battu en 1911. Alors, du jour au lendemain, Raoul, qui est toujours sénateur, a beaucoup de temps à lui parce qu'il n'y a plus les obligations liées au pouvoir lorsque son chef est premier ministre. Alors, il se découvre le temps de lire et de penser et il parle de toutes ses lectures et ses réflexions dans sa correspondance avec Joséphine. Alors, il lui écrit, il lui raconte ses débats, ses sorties, sa philosophie et lui dit, entre autres, il termine ainsi une lettre, il ne faut plus rien prendre au tragique, parce qu'ils ont quand même perdu là, les libéraux, afin de ne plus fatiguer nos nerfs et d'essayer de faire de beaux vieux. Alors, c'est dans cet état d'esprit qu'il décide de faire un grand voyage en Europe sans participer au congrès qui est en train de se préparer, un congrès de la langue française en 1912. Et Joséphine part avant lui pour un voyage qui va durer 6 mois. Et Raoul va aller la rejoindre une fois qu'elle est rendue là-bas. En 1912, Raoul fonde le Comité France-Amérique de Montréal. Il y avait un comité canadien, il fonde le Comité France-Amérique de Montréal, section autonome du Comité de Paris, fondé par Gabriel Hanotaux. Et la première activité de ce comité, c'est d'organiser une grande mission, la mission Champlain, qui visite le Canada et les États-Unis afin de célébrer le tricentenaire de la découverte par Champlain du lac qui porte son nom. Alors là, c'est Raoul qui organise toute cette mission, des dîners, des rencontres avec des gens du pays, particulièrement à Saint-Jean, et ça a beaucoup ému les Français. Et donc, il continue à développer sa réputation avec la France et il organise, une fois terminée cette visite, Raoul part retrouver Joséphine. Au début du 20e siècle, on sait que la traversée de l'Atlantique dure très longtemps. C'est l'époque aussi, il y aura le naufrage du Titanic, alors que Joséphine est sur le bateau et puis Raoul va s'inquiéter d'elle, mais tout va bien. Et donc, arrivés en France, les deux, que font-ils? Ils visitent des amis, revoient des relations de longue date. Et donc, le 17 juin, lors d'un grand dîner offert par le Comité France-Amérique en l'honneur de la délégation Champlain, la délégation qui était venue au Canada, Raoul est nommé commandeur de la Légion d'honneur. Il y aura d'ailleurs beaucoup de décorations dans sa vie par le gouvernement français et décoré par le premier ministre Poincaré. Donc, Joséphine revient à Québec au mois d'octobre et Raoul se rend à Genève pour une assemblée de l'Union interparlementaire dont il fait partie. Il en devient le vice-président. Et donc, on dit la réunion de cette association interparlementaire, on va la faire au Canada, mais là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive la guerre, dont on parlera plus tard. Alors, à la même période, ils défendent l'éducation et la langue française. Là, il faut que je... Bon, voilà. Alors, là, vous les voyez tous les deux, époque des conférences sur la langue française et des batailles du couple pour l'éducation des garçons et des filles. Alors, c'est un très long combat, semé d'embûches, mais ils se battent, on peut dire, bec et ongle pour faire avancer l'éducation, l'enseignement obligatoire, l'accès des filles à l'éducation supérieure, la prolongation de la scolarité des garçons. Et ça les inquiète beaucoup que ça n'avance, que c'est lent et ça n'avance pas très vite. Alors, au tournant du 20e siècle, il y a plein d'initiatives aussi pour la défense de la langue française. Joséphine entre dans le mouvement et consacre plusieurs articles dans le coin du feu à cette question. Alors, cette époque-là, vous avez les deux grands combats, et pour la langue française et pour l'éducation. Alors, elle fait une très grande conférence à l'Alliance française, à la salle Carne à Montréal. Et devant une assemblée majoritairement masculine, elle a retracé avec tact et habileté l'histoire de la vie sociale et l'état actuel de ce qu'on appelait la sociabilité, comment les gens fonctionnaient, les classes sociales, etc.
Elle reproche aux hommes d'une manière très discrète tout le trouble dont les femmes ont souffert depuis Adam. Alors, la journaliste Françoise qui rapporte cette conférence dit que c'était une très belle conférence. Dans la même veine, elle s'est aussi donnée comme mission de faire connaître la culture et les mœurs françaises à ses compatriotes de langue anglaise. N'oublions pas que les deux sont bilingues. Le 6 février 1903, elle est invitée à la Caledonian Society Literary à la Maison Saint-Andrew. Elle prononce une conférence intitulée French Canada caractéristiques, où elle explique comment se comportent les francophones, les femmes, etc. Et c'est la première fois, commente un journal anglophone, qu'une femme est invitée à parler devant cette société littéraire. Donc, elle fait gentiment allusion dans cette conférence à ses origines à la fois écossaises et françaises. Donc, c'était assez habile. Alors là, c'est la langue française. Et là, ensuite, c'est la question de l'enseignement. Alors, le jeune sénateur Dan Durand, qui avait déjà, en 1885, lors du banquet dont j'ai parlé tantôt, du Club national dont il était le président, fait la promotion de l'instruction obligatoire, s'engage dans la Ligue de l'enseignement fondée en 1902. Cette organisation veut ramener le débat de la question scolaire au Québec afin d'apporter des changements au système d'éducation. Comme vous savez, ça va être un très long combat. Alors, la Ligue a pour secrétaire Godefroy Langlois, rédacteur en chef de La Patrie, qui est un libéral progressiste, et président de la Loge franc-maçonne de l'Émancipation, créée en 1896 et affiliée au Grand Orient de France. Donc, Joséphine, cette Ligue promeut deux principes, la gratuité scolaire de l'enseignement et l'obligation de la fréquentation scolaire. Gratuité scolaire d'enseignement, obligation de la fréquentation scolaire. Alors, ça ne fait pas du tout l'affaire du clergé qui s'objecte à ces principes. Et Monseigneur Bruchézy, évêque de Montréal, fait tout ce qu'il peut pour parler contre la Ligue et, dans le fond, saboter la Ligue. Et donc, cette ligne est qualifiée de laïque et de républicaine, et on essaie de la détruire. Dan Durand n'a jamais dit qu'il était franc-maçon, bien sûr, mais il a souvent eu comme amis les francs-maçons parce qu'il trouvait qu'ils avaient des visions intéressantes sur les femmes, sur l'éducation, etc. Donc, une fois élu en 1904 député libéral à l'Assemblée législative, Godefroy Langlois quitte la Ligue arrête ses opérations en 1904. Lui, il est élu. Et là, il va mener une guérilla contre le gouvernement, toujours pour pousser l'éducation obligatoire, la fréquentation scolaire, etc. Et il présente des projets de loi pour créer un ministère de l'Éducation. Et finalement, il dit, finalement, ça n'avance pas, donc on devrait avoir une commission royale d'enquête sur l'éducation, l'unification des commissions scolaires et l'élection des commissaires. Alors finalement, le premier ministre Laumergouin, après avoir entendu plusieurs de ces demandes, décide de faire cette commission sur l'éducation, une commission spéciale pour faire enquête sur le fonctionnement de la commission des écoles catholiques de Montréal. Et qui en devient le président? C'est Raoul. La commission entend des citoyens sur est-ce qu'il faut fusionner les commissions scolaires ou les laisser éparpillées un peu partout sur le territoire de la région de Montréal. Donc, en 1911, la commission remet son rapport avec deux opinions. Une qui est plus pour la fusion, l'autre moins pour la fusion. Plus pour la fusion, il y a entre autres le Parti ouvrier, les partis ouvriers qui se sont très impliqués dans cette démarche. Alors, Monseigneur Bruchézy, qui est maintenant l'évêque de Montréal, monte au front contre le rapport et dit que non, il ne faut pas faire ce qui est proposé dans le rapport. Et le gouvernement ne donne pas suite au rapport Dan Durand, mais habilement, il se concentre sur le développement de l'enseignement technique, parce que l'enseignement technique échappe au contrôle clérical. Alors, ça permet de développer un certain nombre de choses qu'ils ne font pas formellement dans le système régulier. Alors, Raoul, c'est un peu une défaite, finalement, la commission. Il ne se laisse pas décourager, il se relance dans le combat pour l'instruction obligatoire, parce que la fréquentation scolaire est très, très basse à l'époque, et les directeurs des écoles techniques l'ont convaincu qu'il fallait absolument aller au-delà de la 4e année. Alors, lui, Raoul dit, je pensais que cette désertion de l'école ne pouvait être arrêtée que par la méthode adoptée dans tous les pays du monde, l'enseignement obligatoire. Je pensais qu'on aura seulement beaucoup plus tard. Bien que très associés, alors là, à la même époque, il y a ce fameux, la fondation de l'Alliance française qui est d'allégeance laïque. Alors, Dan Durand, encore une fois, s'engagent dans l'organisation du premier congrès de la langue française et
qui se tiendra à Québec sous l'égide de la catholique Université Laval. Alors, il y a l'Alliance française qui est plutôt laïque, et puis là, il y a ce congrès sous l'égide de l'Université Laval qui est plus clérical, si on peut dire. Alors, Raoul fait partie du comité des membres d'honneur. Il s'occupe d'une section qui s'appelle la propagande. Il demande à des femmes de présenter des mémoires. Donc, Henriette Dessaulles en présente un, Madeleine Gleason, Huguenet et Joséphine. Ils font partie des femmes qui vont présenter des mémoires. Et Raoul se prépare à présenter quelque chose à ce congrès, mais finalement, lui et Joséphine n'iront pas. Ils décident de partir en Europe. Donc, ce n'est pas très clair pourquoi. Est-ce que Raoul n'a pas aimé comment il a été traité parce qu'on ne voulait pas exactement faire ce qu'il souhaitait faire passer des résolutions? Est-ce qu'il allait en Europe parce qu'il devait y recevoir une récompense? De toute façon, ce n'est pas clair, mais il n'en demeure pas moins que leurs textes seront publiés dans le compte-rendu du Congrès et son texte porte essentiellement sur l'importance d'améliorer les programmes et de former des enseignants. Joséphine aussi dépose un mémoire qui va être publié, Le français dans nos relations sociales. Donc, les deux, comme vous voyez, ils travaillent toujours ensemble. Alors, même s'ils sont absents du Congrès, ils ont quand même une certaine influence et leurs textes sont publiés. Et eux, ils sont partis en Europe. Alors, pendant leur séjour en Europe, Raoul, qu'est-ce qu'il fait? Stratégiquement, il va en Belgique. Il s'informe du système d'éducation parce que là, il a l'instruction obligatoire, l'instruction primaire gratuite et l'obligation des parents de donner accès à leur enfant. Et il se dit, bien ici, on dit que promouvoir ça, c'est faire comme en France, travailler d'une façon laïque, etc. Mais la Belgique, c'est catholique. Puis eux, ils ont l'instruction obligatoire. Alors, il voit des gens pour essayer de prendre du matériel pour défendre sa cause en revenant. Alors, parmi les organisations qui défendent l'éducation obligatoire, il y a le Conseil local des femmes de Montréal qui s'embarque là-dedans, comme Carrie Derrick, qui est professeure à McGill. Et il y a aussi beaucoup de protestants qui sont dans ce combat. Donc, comme vous voyez, toujours les combats des deux aux mêmes endroits. Alors donc, Raoul relance le sujet encore dans une importante conférence qu'il prononce le 28 décembre 1918. Alors, je vais vite, mais il y a plein de combats au Club de réforme de Montréal. Elle fait le tour de la question, déconstruit les uns après les autres les arguments des opposants à l'instruction obligatoire, fait des comparaisons internationales et statistiques à l'appui et démontre le retard du Québec. Alors, il essaie de calmer les ardeurs de ses détracteurs. Et là, il dit, ben, quand même, on peut garder notre système d'école religieuse jusqu'au martyr, mais il faut quand même l'améliorer. Alors, donc, il essaie de mettre un peu de l'eau dans son vin pour obtenir ce qu'il veut. Donc, cette fameuse conférence a beaucoup de retentissement et il obtient la signature de 100 personnes, des personnes assez connues, des sénateurs, des journalistes, des dirigeants d'organismes du milieu du travail, pour faire avancer le dossier. Alors, c'est une grande pétition. Cette campagne menée en faveur de la loi sur l'instruction obligatoire, évidemment, c'est combattu par certains ecclésiastiques, pas tous quand même, comme un jésuite qui s'appelle Hermas Lalande. Et lui, il dit, garder les enfants à l'école de 6 à 14 ans, ça n'a pas beaucoup de bon sens. Parce que si on fait ça, si tout le monde est instruit, on va manquer de vidangeurs. Et les manœuvres de Raoul répondent à ces exagérations en se moquant de lui. Et il dit que le Québec devrait se hâter d'imposer l'école obligatoire afin de ne pas être la seule province à fournir des vidangeurs et des charretiers à tout le Canada. Alors, comme vous voyez, c'est des batailles assez virulentes qu'on décrit dans le livre. Alors, le gouvernement, devant toutes ces oppositions, décide de ne pas passer une loi sur l'instruction obligatoire, mais quand même, il prend un moyen détourné pour passer une loi relative aux établissements industriels. Alors, le gouvernement anglais dit qu'il fait adopter une loi qui défend à toute personne dirigeant une industrie, un commerce, exerçant un métier ou une profession d'employer des garçons et des filles âgés de moins de 16 ans révolus, à moins qu'ils ne puissent lire, écrire et compter de façon convenable. Alors, ça donne quand même aux parents une obligation de faire éduquer leurs enfants avant qu'ils puissent se trouver un emploi. Donc, c'est une façon assez habile d'avancer le dossier. Donc,
voilà ce combat que Raoul mène, mais Joséphine va, elle aussi, encore avec lui, mener le combat pour l'éducation des filles. Alors, elle est convaincue que avec son mari, que le progrès passe par l'éducation qui permet de développer le jugement et d'accéder à l'autonomie. Mais comment ça se décline pour les femmes? Alors, Joséphine prononce, encore une fois en 1902, une conférence « La femme et le bien public », dont le thème central est l'éducation. Elle traite là-dedans d'analphabétisme, relate qu'au Québec, le nombre d'illettrés est 2 à 3 fois supérieur que celui du reste du Canada et insiste sur le manque de formation des institutrices de campagne. Elle reprend le thème qui lui est cher de l'éducation supérieure des filles. Et là, elle va un petit peu plus loin. Elle dit, si on avait l'éducation supérieure, peut-être que les femmes pourraient accéder à des professions libérales, comme le font les universités anglaises. Alors, nous, on s'est dit que tout ça, dans le fond, il y a des stratégies derrière ça pour essayer de faire avancer les choses. Alors, ce n'est pas nécessairement qu'elle est contre, mais elle essaie de faire bouger les dossiers. Alors, Joséphine, Michel, si tu permets, je continuerai un petit peu sur ces stratégies parce que je vois que le temps file et j'aimerais ça juste avoir. Ce qui est intéressant dans ce que Michel vient de montrer, c'est qu'ils se lancent la balle l'un et l'autre. Travaillent en collaboration toujours, souvent sur les mêmes sujets. Et là, je ne vous raconterai pas tout ce que je devais vous raconter autour à la fois de la guerre, du droit de vote au provincial, mais qu'il me suffise de vous dire que cette stratégie qu'ils ont de se lancer la balle l'un et l'autre, on la voit, ils travaillent d'abord, le temps de la guerre, ils travaillent de façon complémentaire, même si elle est devenue très malade à ce moment-là, mais elle s'occupe il fait du financement, mais elle travaille avec les groupes de femmes pour les œuvres de guerre. Raoul intervient beaucoup le temps de la guerre sur la question, évidemment, contre la loi sur la conscription, mais intervient aussi sur la loi des élections en temps de guerre et aussi à la fin de la guerre pour le suffrage féminin. Dans la loi sur les élections en temps de guerre, il y avait le droit de vote pour les femmes de militaires. Et là, il défend en disant, écoutez, c'est injuste, c'est l'ensemble des femmes qui devraient avoir le droit de vote. Et il fait la même chose, il est le seul parmi les Canadiens français, un des très très rares, à être ouvertement féministe lorsque c'est le débat pour l'obtention du droit de vote des Canadiennes. Alors, c'est comme s'il avait, et là Joséphine est malade, donc il prend le flambeau pour elle et dans son boulot au Sénat, il défend les revendications. Il y a des féministes qui viennent, il co-préside les assemblées. Et ce qui est assez intéressant et phénomène inouï qu'on n'a jamais souligné nulle part, c'est lorsqu'au Québec, Idola Saint-Jean et Marie-Gérin-Lajoie fondent le comité provincial pour le suffrage féminin en 1922. Il y a 35 femmes qui sont là. Et il y a un seul homme, c'est Raoul, qui est là comme conseiller stratégique. Et il y a aussi leur fille Gabrielle, qui est là. Et si Joséphine avait été en santé, elle y serait allée. Alors, c'est un volet extrêmement fascinant parce qu'ils se sont relayés. Et Raoul, finalement, nous, on l'identifie comme étant vraiment le premier grand homme féministe, le premier homme féministe au Québec qui ouvertement l'a été, et ça, vraiment tout au long de sa carrière, et même lorsque Joséphine est décédée. Joséphine est malade, comme on l'a dit, est très, très malade. C'est probablement des suites d'une fausse couche autour des années 1900. Et finalement, Joséphine se retrouve, décède en 1925. En 1925, rapidement, il y a un ami qui dit « Pour moi, vous étiez le couple idéal ». Et elle a des funérailles quasi nationales avec 4 landaux, premier ministre du Québec, premier ministre du Canada, plein de politiciens. Et c'est après le décès de Joséphine, Raoul vend leur maison qu'ils avaient sur la rue Sherbrooke et s'installe chez sa fille sur le chemin Côte-Sainte-Catherine, dans la maison de sa fille et de son gendre qui est de Gaspé-Beaubien. Alors, j'ai fait toute ma partie. Alors, Michel, si tu as le temps, tu peux rembarquer. Je pense qu'il nous reste au maximum 5 minutes pour te laisser clore le reste.
à la fin de l'éducation, il faut quand même dire qu'ils ont travaillé aussi pour les écoles ménagères, parce qu'ils voulaient faire de l'éducation des filles, ils voulaient faire de l'éducation ménagère une science. Alors, toute l'histoire Raoul aussi a été mêlée à ça. Et il travaille aussi pour l'ouverture de ce qui deviendra le collège Marguerite Bourgeois, qui va s'ouvrir en 1908. Et c'est gagné par défaut, parce qu'on annonce qu'on va ouvrir un lycée laïque. Et ça met en panique le clergé qui décide de donner aux religieuses l'autorisation d'ouvrir le collège classique. Alors, c'est vraiment par défaut qu'ils l'ont eu. On avait aussi une petite photo de Marie-Gérin-Lajoie et d'Idola Saint-Jean qui se sont battus pour le droit de vote. Alors, donc, on va continuer pour l'autre partie qui porte beaucoup sur le... Là, Joséphine est décédée, comme dit Marie, plein d'éloges, 125 lettres qu'ils reçoivent. Et là, Raoul est veuf. Il ne se remariera jamais, bien qu'il reçoive quelques lettres l'invitant à entreprendre des fréquentations, mais il n'y va pas. Alors, il s'embarque beaucoup dans cette dernière phase là, qui commence à peu près après la mort de Joséphine en 1925. Lui, comme on a dit, il a plein de réseaux en France et partout et il s'intéresse beaucoup à la mise sur pied de la Société des Nations. Et en 1925, il devient le président de la Société des Nations. Et donc, il a tous les réseaux, les amis, les carnets d'adresses pour avoir ce poste. Et là, il va s'investir énormément dans les années qui viennent dans la Société des Nations. Donc, c'est une très grande nouvelle et le Canada mentionne dans les journaux à quel point tout le monde est fier d'avoir qu'il ait obtenu ce poste. Comme vous connaissez peut-être la chaire Raoul Dandurand, où ils ont beaucoup écrit sur la carrière de Raoul. Il y a des articles fort intéressants de Charles-Philippe David et d'autres personnes qui y travaillent. Et ils écrivent que bien au-delà de son engagement auprès des hautes sphères des États, le sénateur Dandurand fut surtout un précurseur du concept de la sécurité humaine. Lui était pour le respect des droits fondamentaux, le respect des minorités, des femmes entre autres, et le respect de tous les opprimés. Alors, c'était un grand pacifiste et un grand négociateur en vue des droits humains. Alors, il développe sa vision de la sécurité humaine, défend des causes sociales et les minorités dont il a défendu le droit de faire valoir leur point de vue à la Société des Nations. Donc, on reconnaît certains éléments des discussions qu'on a actuellement. Alors, il consacre presque 2 décennies à rendre efficace la Société des Nations, mais malheureusement, comme vous savez, les États-Unis n'en feront pas partie. Parce qu'un de ceux qui avait initié ça, le président Woodrow Wilson, ne réussit pas à faire passer le projet à son Congrès. Et ils ne peuvent pas faire partie de la Société des Nations. Et Raoul dira qu'une des causes de l'échec de la Société des Nations, évidemment, il y aura la Deuxième Guerre après, c'est le fait que les États-Unis n'en faisaient pas partie et que ça donnait une impression de retrait et d'autres pays ont fait la même chose par la suite. Alors, il s'occupe beaucoup durant cette période aussi d'accroître la visibilité du Canada comme pays indépendant. Alors ici, vous avez sa photo lorsqu'il est à ce moment-là qui défend ça. Ici, vous avez sa photo avec le général Joffre, qui était d'ailleurs venu à Montréal à un moment donné pour demander au Canada de s'engager dans la Deuxième Grande Guerre. Et ici, vous avez une petite caricature de Raoul qui est parue de La Palme en 1934. Vous voyez, il est assez célèbre. Et ensuite, il a réussi à amener Mackenzie King, qui était premier ministre, à la Société des Nations en 1928. Et à la même époque, ils sont allés à Paris, où s'est ouverte une mission du Canada à Paris, encore une fois, pour que le Canada puisse prendre sa place en tant que pays autonome. Alors, Raoul avait tout négocié ça avec Londres, et puis il a pu faire en sorte que Mackenzie King signe un accord au nom du Canada, sans avoir besoin d'avoir à côté de lui l'Angleterre. Ça, vous voyez ici Mackenzie King et vous voyez Raoul qui est toujours très chic mais on ne l'a jamais vu avec une cravate. Hein, il met toujours sa boucle. Je ne sais pas comment on appelle, cavalière, je crois, je ne sais pas trop. Alors, il va à Paris pour cette chose. Et là, suite à ça, c'est dans les années 30, ben là, ses activités se ralentissent. Ils sont dans l'opposition à un moment donné, là. Et puis, le Parti libéral est défait en 1930. Alors, il est représentant de l'opposition au Sénat, mais il y a beaucoup de temps pour faire des visites, lire
écrire, etc. Alors, il se lance dans l'écriture de ses mémoires et pour ce faire, il se réfugie à leur maison à l'île d'Orléans, qui est celle-ci, qui est encore là, qu'on peut visiter et que Joséphine aussi aimait beaucoup. Alors, à 71 ans, il commence à écrire ses mémoires. Et avant ça, il y a un petit événement que je n'ai pas mentionné. Il y a la première sénatrice canadienne qui est nommée et il mentionne qu'il est très content qu'il y ait une femme nommée sénatrice parce il trouve que les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes. Alors, il écrit ses mémoires dans cette maison. Évidemment, là, vous voyez la différence. Journal, mémoire, ce n'est pas la même chose. Hein? Elle écrit son journal au jour le jour. Lui, ils sont écrits par après. Donc, peut-être on a plus, quand on écrit nos mémoires, une plume un peu différente que lorsqu'on écrit son journal. Il a ensuite une très grande cérémonie en 1942 donnée au Sénat en son honneur, le 28 janvier, et où il reçoit ce buste pour lui rendre hommage, et il est très surpris de ça. Et puis, seulement 6 semaines après cette cérémonie, il est rendu à 80 ans, il va décéder. Alors, à son décès, évidemment, Mackenzie King est là, c'est des très grandes funérailles. Et donc, ensuite, il fait aussi, avant son décès, évidemment, certaines conférences sur plusieurs sujets qui lui tiennent à cœur, dont le fait que les Juifs sont chassés en Allemagne. Il s'occupe aussi de la fondation du Collège Stanislas de Montréal, parce que c'est un grand francophile et il veut fonder un collège qui ressemble au Collège Stanislas de Paris. Il voudrait que ça soit laïque, mais évidemment, avec le clergé ici, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a quand même une entente avec le clergé et le collège va ouvrir en septembre 1938. Alors, ça, c'est le début du Collège Stanislas que vous connaissez probablement. Et lui dit, c'est la dernière de mes œuvres et probablement la meilleure de fondation du collège. Donc, il n'a pas, par exemple, il ne verra pas, évidemment, le début de l'instruction obligatoire parce que ça va arriver seulement en 1941. Donc, là, on va couper un petit peu parce qu'on va manquer de temps. Alors, il y a sa cérémonie. Il décède au travail. Il est au Sénat quand il décède et il tombe malade et il décède le soir même. Donc, il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie. Alors, sa dépouille repose au cimetière de la Côte-des-Neiges et c'est assez imposant comme endroit, au caveau funéraire d'Outre d'Endurant avec inscription des symboles de l'Institut canadien. À l'arrière, vous voyez une colonne érigée à la mémoire des patriotes de 37-38. Alors, on l'a visité, nous, on peut le visiter. C'est un monument énorme, très impressionnant. Donc, en conclusion, nous avons présenté ici en abrégé l'histoire d'un couple que nous croyons exceptionnel. Lorsque Joséphine écrivait en 1898, nous sommes arrivés, Raoul et moi, à un joli degré de puissance pour le bien public. Elle avait raison, car on ne saurait mieux décrire le couple qu'elle a formé avec Raoul. L'un et l'autre sont devenus au tournant du 20e siècle des acteurs sociaux et politiques aussi inséparables qu'incontournables. Ce couple a basé sa relation sur un dialogue continu, alimenté de préoccupations politiques, sociales et culturelles communes. À une époque imprégnée de traditions et de codes sociaux rigides, ils ont l'un avec l'autre tout le temps travaillé, mettant ensemble, dans le fond, 2 sphères, la sphère féminine, essentiellement domestique à l'époque, et la sphère masculine dédiée à la vie publique. Dans le fond, ce qui nous a attirés beaucoup, c'est qu'ils ont brisé un stéréotype de relation traditionnelle où la femme est soumise à l'homme qui ne songe qu'à son travail. Ils brillent sans que l'un n'éclipse l'autre et partagent leurs pensées, leurs idéaux et leurs visions de ce que pourrait devenir le Québec et le Canada. Ils n'avaient pas de fortune familiale au départ, mais une solide éducation politique, capital intangible qu'ils font fructifier ensemble, réalisant ainsi le souhait de Joséphine, pour qui le mariage est avant tout une affaire de tête ou de raison. Alors, elle voyait comme devise la science, l'intelligence avant l'amour, que ce soit notre devise. Alors, on a tenté de recomposer, de retricoter cette trame de leur vie commune, la connivence de leur histoire, parce que leur histoire aurait pu se faire séparément, mais elle s'est faite vraiment ensemble. Et c'est apparu pour nous quelque chose de vraiment important de raconter l'histoire de ce couple, imbriqués l'une dans l'autre, en gommant les clivages entre le privé et le politique. Voilà.
Merci vraiment beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Donc, il y avait une question de Lucie Desrochers. Félix Gabriel Marchand a écrit plusieurs pièces de théâtre et, comme vous l'avez dit, Joséphine aussi. On sait que le théâtre était très valorisé dans la famille Marchand. Est-ce qu'on a des informations à savoir si Joséphine a joué dans les pièces de son père? Oui, ben, je vais répondre d'abord. Bonjour Lucie, j'ai hâte de voir ton livre. Euh, effectivement, Joséphine a joué dans des pièces de théâtre, notamment une qui était lors d'une grande souscription publique pour venir en aide aux familles des patriotes décédés lors des rébellions. Et donc, elle a joué, on a vu qu'elle a joué au moins dans au moins 2 pièces de son père. Mais il avait l'habitude d'embrigader la famille. Puis son frère chantait de l'opéra, puis sa sœur Ernestine était comédienne, mais effectivement, elle a joué et c'est extrêmement important parce que il y a une pièce du Papa Marchand de Félix Gabriel qui était très célèbre, qui avait été reprise, je crois, au théâtre d'aujourd'hui, Les Faux-Brillants. C'est Jean-Claude Germain qui l'avait monté. Et ça, il est un dramaturge marquant pour l'époque. Merci. Oui, je vous laisse à l'autre question. Oui, ça va? Oui, oui. Une question de Julie Bérubé. Comment Joséphine percevait-elle la maternité? Au début, on a compris que c'était un peu... Oui, chaotique. Ben, je vais répondre à ça. Ouais, De deuxième partie, son ouais. journal nous renseigne-t-il à ce sujet? Et également, est-ce qu'on sait si le couple n'a eu qu'un seul enfant par choix ou par défaut? Mais ça, on s'est posé la question parce que elle a été malade, elle a eu des problèmes de vessie et tout ça. Donc, est-ce qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus avoir d'enfant? Et avant de partir en Europe pour 1900, elle a eu une grossesse, elle est avortée. Ça n'a pas été mené à bonne fin. Donc, on ne se sait pas. Mais elle ne nous a pas semblé, comme c'était à l'époque, vouloir 10 enfants ou vouloir consacrer toute sa vie à ses enfants. Elle voulait vraiment faire aussi sa vie et, entre guillemets, sa carrière. Donc, elle dit qu'elle bon, elle aimait sa fille, elle s'en est bien occupée, mais on ne sentait pas que c'était une femme qui représentait, disons, la mère canadienne auprès de son berceau, du berceau de l'enfant. Donc, à peu près comme ça qu'on l'a perçu. Elle appelait d'ailleurs l'enfant l'intrus. Oui, je pense que c'était un peu à ça qu'on référait quand on disait que Ouais. c'était un peu difficile au début. Puis Ouais. comme, par après, c'était les liens se sont ressoudés ou c'est resté vraiment une relation plus distante? Ben, Gabrielle a été pensionnaire. Elle s'est occupée Oui, mais d'elle. elle était très fière de sa fille tout le Elle temps. était fière de sa fille. L'été, elle aimait beaucoup ses petits-enfants. Ils passaient Ouais, l'été ensemble et tout. et sa fille l'a accompagnée au Women's Club, puis l'a accompagnée dans plusieurs événements ensuite. Bon, sa fille est morte assez jeune aussi d'ailleurs, mais et- pour revenir précisément à la question, dès 1890, elle consulte et a quand même des problèmes. Elle a des problèmes physiques. Elle a traîné ça toute sa vie et c'est probablement un empêchement physique. Et la grossesse qu'elle a juste avant l'exposition de Paris en 1900, en 99, c'est vraiment une surprise catastrophe parce qu'elle a 40 ans et donc elle a 40 ans, sa fille a 13 ans, donc on suppose qu'elle ne prenait pas de précautions contraceptives parce que tout simplement, elle ne pouvait plus avoir d'enfants à la suite des problèmes qu'elle avait eus dans les années 90. Elle Mais cherche une elle n'a solution. rien laissé. Quand elle va en France, elle voit des médecins, etc., d'hydrothérapie, toutes sortes de choses. Mais ça ne marche pas. Merci. Question de Annick Leska. Quel est le sujet des pièces de théâtre de Joséphine? Est-ce qu'elle pourrait être montée aujourd'hui? Ça serait absolument fantastique, ça pouvait être monté aujourd'hui, mais les pièces pour enfants, probablement. Il y a une pièce qu'on n'a pas vue. Il y en a une qui est assez ironique, mais c'est une pièce en verre. Je ne suis
pas sûre, mais c'est des... bon, c'est du théâtre de l'époque. Il y a peut-être sa pièce la plus connue, Rancune. C'est facile, on peut la lire sur Internet, là. Bon, mais c'est vraiment des types de pièces, des comédies un peu à la Marivaux. Puis aujourd'hui, je pense que ça ne fait pas partie de l'esthétique contemporaine. Disons qu'on ne tripe pas sur ce type de pièces de théâtre aujourd'hui. Il y a uniquement les pièces pour enfants qui, ça, sont assez amusantes. Là, il y en a 2 et ces 2-là. Donc, en tout, il a écrit 5 pièces de théâtre, une qui n'a jamais été retrouvée, 3 qui sont publiées. Donc, mais je ne crois pas que ça serait très, très intéressant de les republier. Et quand Jean-Claude Germain a monté la pièce de son père, je pense que c'était par acte d'affirmation, mais si vous lisez cette pièce, je ne suis pas sûre qu'un metteur en scène aujourd'hui aurait le goût de travailler avec ça. Non, quand on lit certains vers dans ces pièces, c'est un peu dépassé comme formule. Le faire. Une dernière question qui a été posée, en fait, c'est, dans le fond, vous avez parlé, vous allez publier un livre sur le sujet. Quel sera le titre? Est-ce que vous avez des informations sur la publication? Oh mon Dieu, j'ai même pas, attendez, je vais vous montrer la couverture. Bon, la date prévue de la publication, parce que c'était retardé presque un an, c'était retardé un an. Oui, c'est ça. Ça, c'est la couverture. La publication est prévue pour le 28 septembre, semble-t-il. Donc, à cause de la pandémie, il y a eu toutes sortes de choses, mais donc, le titre sera ça. C'est la page couverture que le Boréal a préparée. Et si vous voyez sur certains sites qui est déjà sorti, c'est faux. Il y a une erreur. On a vu ça Marie a vu ça sur 2 sites. Donc, c'est une publication en septembre. Oui, en septembre. Mois de septembre, oui. Super. Alors, c'est un livre qui devrait faire autour de 450 pages. Alors, on comprend que... On comprend qu'il est difficile à résumer. Ramasser ça en 1 heure, je pense que c'est... il en reste d'autres bouts dans le livre. Ouais, c'est comme une introduction, en fait, à tout ce qu'on retrouve, on retrouvera dans ce livre. Vous nous avez dit que M. Dandurand était un homme d'affaires habile. Vous pourriez peut-être nous donner quelques indications à ce sujet-là? Oui, oui. Il s'est bâti un confortable patrimoine financier au moment où Montréal se développait de façon exponentielle, où les fermes étaient loties, que Rosemont complet était loti, que Notre-Dame-de-Grâce était lotie. Donc, avec des collègues de son bureau d'avocat, ils ont commencé à acheter certains terrains à la fin du 19e siècle et avec son cousin, qu'on confond parfois, son cousin qui n'était pas nécessairement recommandable, qui lui était véritablement un spéculateur foncier, son cousin qui s'appelait Uccal Dandurand, qui, ceux qui aiment les autos savent que c'est le premier propriétaire d'auto à Montréal. Le cousin Uccal, lui, c'est le gars qui développe Rosemont au complet. Là, il s'est associé avec lui pour avoir un certain nombre de parts dans sa compagnie. La chance qu'ils ont eue, c'est qu'en investissant un peu d'argent, ça a été un développement exponentiel, les prix ont monté et il s'est construit un certain capital à partir de la vente de terrain, principalement de ces 2 quartiers-là de Montréal. Et par la suite, il a investi dans les mines, dans des mines et dans certaines compagnies. Et étant un type qui, à la fois, avait visiblement le sens des affaires et contrairement à tous les gens qui faisaient un cours classique et apprenaient le latin, lui était passé avant par une école commerciale. Donc, il n'y avait pas de problème à parler des affaires, il n'y avait pas de problème à compter, ni de problème à s'exprimer en anglais. Et donc, il avait beaucoup, beaucoup de facilité. Et bon, il est en milieu, quand tu es en politique comme ça, que tu as un beau-père qui est premier ministre, que tu es nommé sénateur, disons que tu entends souvent parler, ça facilite, disons, l'investissement. On ne peut pas dire, et d'aucune façon, nous n'avons pu retracer des contrats gouvernementaux ou des choses
comme ça. Ça, il était complètement à l'extérieur de ça. Mais donc, c'est plus ce type de capital. Et le reste de son temps, il l'a consacré à des grandes associations, que ce soit à être membre de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il a été effet marquant, président de la Banque d'épargne qui devient par la suite la Banque Laurentienne, mais qui est une banque pour des travailleurs et c'est une minuscule banque comparée aux autres banques. Donc, il avait un salaire, mais il cumulait un certain nombre de conseils d'administration aussi qui lui donnaient un salaire. Donc, ce sont des gens confortables. Ils ont une maison sur la rue Sherbrooke, mais c'est une maison rangée. C'est pas le château que Béic pouvait avoir ou le château d'un Forget ou les châteaux de la grande bourgeoisie anglaise. Donc, il est davantage dans une moyenne bourgeoisie confortable, mais contrairement à son beau-père, je pense que jeune, il avait vécu beaucoup, lui aussi, l'insécurité financière de son père qui avait l'air à changer de boulot régulièrement et il s'est assuré de ne pas vivre cette situation. Il était très intègre. Hein. Il l'a dit qu'il n'a jamais fait de passe-droit, etc. Il mentionne quelquefois dans ses documents. Mais il était très fort en affaires. Et c'est beaucoup, quand on lit les documents du Sénat aussi, c'est beaucoup investi dans les discussions sur les chemins de fer, le Grand Tronc, etc. Oui. Et il y a un côté d'intégrité qui est intéressant. Quand il était simple sénateur, il avait présenté un projet de loi privé. Un sénateur, un projet de loi privé, si le premier ministre il y a peu de chance, mais c'était un projet de loi pour empêcher les taux usuraires exorbitants. Alors, tout le monde disait c'est de la bien bonne volonté, le petit jeune sénateur de 35 ans qui présente ça, mais là-dessus, il y a vraiment une intégrité que l'on retrouve tout le temps. En même temps, avec les lunettes d'aujourd'hui, où les critères d'éthique pour les politiciens sont radicalement différents. Peut-être qu'en fouillant, on pourrait dire ça ne correspond pas aux normes d'aujourd'hui. Mais par rapport aux normes de l'époque, là-dessus, je pense on pense, d'après ce qu'on a vu en tout cas, qu'il a été assez exemplaire. Un élément qu'on n'a pas pu souligner aussi, c'est que ce qui a été difficile dans la vie, finalement, il est devenu sénateur, mais Laurier ne le voulait pas. Hein. Il faut être conscient que même si c'est un bon organisateur, Wilfrid Laurier ne le voulait pas. Il trouvait que c'était un jeune gars radical. Ça ne l'intéressait pas. Et tout le temps que Laurier était au pouvoir, d'Endurant, bien sûr, a eu le poste honorifique de président du Sénat, mais il n'a jamais eu les grosses jobs importantes. Les jobs importants au gouvernement, ça a été avec Mackenzie King. Mais Laurier craignait beaucoup ce jeune homme et Laurier a eu un échange de lettres assez virulent en disant « Calme-toi, jeune homme », et puis c'est moi qui… Parce que Laurier était l'homme de la conciliation avec les anglophones et à peu près… constamment, Dandurand avait des sursauts nationalistes et il trouvait ça extrêmement difficile de vivre cette forme d'impérialisme et ça lui a pris du temps à bien s'entendre avec Laurier. Il s'est super bien entendu avec Mackenzie King. Ça, Mackenzie King l'adorait. Hein? Sur l'origine de je ne sais pas comment elle fait ça, là, mais sa volonté d'assurer l'éducation des jeunes filles et des jeunes garçons, d'où ça vient? Est-ce que c'est l'influence de Joséphine ou il y a quelque chose dans sa vie à lui qui l'a poussé vers ça? Ben pour lui, l'éducation, c'était la clé pour faire avancer les Canadiens français dans tous les domaines. C'était fondamental. Il y a plusieurs phrases, j'en ai dit quelques-unes, où il dit si on ne touche pas à l'éducation, si on ne fait pas l'éducation obligatoire, la fréquentation scolaire, le ministère de l'Éducation, on n'avancera pas. Donc, puis en plus, il a été très déçu, comme Joséphine d'ailleurs, de la défaite de Félix-Gabriel Marchand, qui avait promis un ministère de l'Éducation, mais qu'il s'est fait défaire son projet, même si un ministre de l'Éducation était déjà nommé. Il avait passé le projet de loi, mais il a été battu. Donc, il tenait beaucoup à l'éducation comme un fondament
et pour les femmes et pour les hommes de tout le développement du Canada français. Mais pour revenir aussi au fondement de votre question, quand vous dites quel est le fondement de cette pensée, c'est son éducation libérale. Il endosse totalement les valeurs de la République laïque, les valeurs républicaines laïques qui sont basées sur la séparation de l'Église et de l'État, qui sont basées sur l'éducation laïque. Et ça, et l'éducation pour tous. Et ces contacts qu'il a toute sa vie, ben d'abord avec d'autres, l'Institut canadien à l'origine, d'autres et tous ces gens, c'est tout un courant idéologique radical qui était très fort au 19e siècle et que souvent on a pensé qu'il s'était atténué, mais qui a continué, qui s'est poursuivi régulièrement par la suite. Et là-dessus, donc, il est resté il avait des racines idéologiques très, très solides. Merci beaucoup. J'ai vu que Sophie Imbeau avait levé la main, c'est ça? Oui. Oui. Bonjour Michel, bonjour Marie. Bonjour. Vous étiez fascinante, éblouissante. Quelle conférence intéressante et je remercie la pandémie qui permet de vous avoir écouté de Québec cette très belle conférence et le livre est tout aussi passionnant pour l'avoir lu de mon côté. J'aimerais ça que vous en disiez un petit peu plus peut-être sur le coin du feu. Quel était le tirage? Comment la revue était-elle diffusée? Okay. Le tirage, on a cherché et on ne l'a pas trouvé. Quel était le tirage? La diffusion, on suppose que tout cela s'est fait via, dans le fond, les cercles, le grand réseau de la famille libérale, parce qu'au début, Joséphine avait des listes de noms probablement, et envoyait au début la revue à des familles, à des gens. Donc, on suppose que c'est pas le réseau des conservateurs, mais le réseau libéral, où elle envoie les revues. Ensuite, via, comme elle est en lien avec des associations féminines, la promotion se fait aussi via les associations féminines. Et ensuite, les groupes nationalistes, ils sont actifs. Elle est proche, Raoul est toujours au conseil d'administration de l'association Saint-Jean-Baptiste, mais c'est via des réseaux. C'est la seule forme de distribution qu'ils ont pu avoir. Et elle envoyait vraiment des techniques de marketing modernes. Elle envoyait la revue, puis après, elle disait, bon, ben là, vous avez 2 mois pour payer, vous me la retournez si vous ne la prenez pas. Mais je pense que financièrement, ça ne devait pas être facile. Ils avaient cependant un bureau, elle a réussi à avoir un agent aux États-Unis et il y avait aussi un agent en France, donc des gens qui acceptaient d'avoir en dépôt le coin du feu. C'est intéressant, c'est pour les livres gratuits parce qu'il y avait un arrangement avec les bureaux de poste. Raoul apportait des livres et puis il les envoyait gratuitement pour un certain temps. Après, ça s'est arrêté, mais il y avait quand même des lignes pour transmettre leur matériel. Merci, ça répond à ma question. Il y avait une dernière question de Lucie Desrochers. Raoul Dandurand s'est-il intéressé aux travaux d'Alphonse Desjardins? En fait, c'est quand on parlait du côté affaires, monde des affaires. Ah, n'a pas de... L'impression, j'ai croisé à quelques reprises, puis Alphonse, je pense qu'ils se connaissaient bien parce qu'il y a un bout de temps qu'Alphonse Desjardins était à Ottawa, donc ils se connaissaient, mais ils n'étaient pas vraiment de la même tendance idéologique. Et Alphonse Desjardins est un homme plutôt, était un conservateur et on n'a pas je me suis souvent posé la question puisqu'il était là à Ottawa et puis on n'a pas rencontré aucun document là-dessus. Non. Et en même temps, il s'occupe de la banque d'épargne. Et alors, la notion coopérative de Desjardins, peut-être que ça ne rentrait pas là-dedans. Et par ailleurs, il s'occupe aussi d'une mutuelle d'assurance qui est liée à la banque d'épargne, de même qu'une mutuelle d'assurance qui est liée à l'association Saint-Jean-Baptiste. Alors, il est déjà embarqué dans d'autres associations de ce type-là. Donc, je pense que
Ils ont dû se dire qu'il y avait de la place pour tout le monde, là, mais je ne crois pas que ces gens-là en tout cas, on n'a pas vu de traces comme quoi ils ont développé des velléités de collaboration. Pas tout à fait dans le même sujet, mais il faut dire que la grande tristesse de sa vie, ça a été l'échec de la Société des Nations. Ça a été le fait qu'il y ait une autre guerre qui s'en venait. Il est décédé en 1942, mais le directeur du Collège Stanislas de Montréal va chez lui au moment où la guerre se prépare, puis il raconte que Raoul pleurait là, parce qu'en disant « Je souffre énormément ». Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui fait un commentaire sur ses côtés et ce sont des gens qui se connaissent très, très bien et qui s'apprécient beaucoup. Joséphine était ils ont eu des contacts fréquents et ça, c'est des gens qui s'apprécient effectivement parce qu'on déterre l'histoire de ces femmes fantastiques, mais en déterrant, on se rend compte qu'elles se connaissent toutes et s'aident beaucoup. Elles sont extrêmement solidaires les unes avec les autres. Vous savez, dans le moment, le gouvernement parle de la diplomatie féministe, mais il faisait de la diplomatie féministe à cette époque-là. Quand elle allait en France, elle avait des contacts, il y avait des gens de France qui écrivaient dans le coin du feu, etc. Donc, il y avait une certaine diplomatie féministe. C'est ce qui conclurait la présentation de ce soir, qui est notre dernière conférence de la saison. Je vous remercie. Il y en a beaucoup que je vois les noms, en fait. Il y en a beaucoup. C'est des gens qui nous ont suivis tout au long de la saison. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de vous être joints à nous à tous les mois pour avoir assisté à nos conférences. Merci beaucoup à nos conférencières de ce soir. C'était vraiment exceptionnel de vous avoir toutes les deux parmi nous. Souvent, Huguette, je t'invite si tu avais un petit mot pour conclure aussi. Je vous remercie particulièrement, les deux conférencières, parce que c'était vraiment une conférence très, très passionnante. Alors, merci infiniment d'avoir accepté et votre générosité aussi. Et merci Amélie. Et puis, je dis bonjour à tous les membres et toute l'assistance. Je les remercie beaucoup de leur assiduité pour plusieurs. Et puis, on vous invite à nous suivre l'année prochaine.